la cathédrale Saint-Isaac. Voilà comment elle a grandi. Qui sont à Saint-Pétersbourg, vous les voyez devant. La toute petite, c'est la première église avec ce nom, Saint-Isaac. Elle date des premières années de l'existence de la ville, des années 1700. Elle était près de l'Amirauté, donc dans ce quartier aussi, pour les ouvriers du chantier naval, en bois. Voilà ce style, c'est le style typique pour l'époque, début 18e, l'époque Pierre le Grand. Pourquoi ce sang? Pourquoi autant? Pourquoi il fallait ces églises? C'est Saint-Isaac de Dalmatie et son nom n'est pas connu en Russie, n'est pas très connu, ce n'est pas un sang comme Saint-Nicolas ou d'autres. Donc, très peu connu, je dirais même. Mais le père de Pierre le Grand tombait sur la fête de ce sang, le 30 mai. Ça coïncidait. Donc, à Saint-Pétersbourg, il fallait construire les églises dédiées à Saint-Isaac. Voilà la première. Vite démolie. La deuxième a été construite pas loin d'ici, près du fleuve. Mais il n'y avait pas de quai. Vous avez remarqué maintenant qu'on a beaucoup de granit, tout est en granit, tout est bien. À l'époque, le sol pas stable et le terrassement irrégulier a causé des problèmes de cette église et il a fallu la démolir aussi très vite. Et voilà la troisième avec une rupture. Donc là, c'est l'époque de Pierre le Grand, les deux premières, mais les années 1700, 1710. Et là, c'est Catherine II, la fin de la deuxième moitié du XVIIIe. Catherine II qui veut construire une grande église dédiée à ce sang parce qu'elle était dans la tradition. Et il voulait suivre la tradition lancée par Pierre le Grand. Elle était fidèle à la tradition. Elle faisait voir qu'elle est très russe. Pourtant, elle était prussienne. Qui n'a pas été construite de sa vie. Les travaux traînaient et au moment de sa mort, on n'a pas terminé l'église. Et Paul, le tsar suivant, le fils de Catherine, il a fait le nécessaire pour que ce soit terminé, mais très vite, à la hâte. Et en prenant, comme on dit, des matériaux pour un autre chantier pour son propre château, en faisant vite. Et on disait qu'il n'aimait pas trop sa mère, il n'aimait pas le luxe de l'époque de sa mère, etc. Donc on a enlevé quelques coupoles, on n'a pas terminé avec 5 coupoles, on a fait une, et on a fait le clocher moins gros que c'était prévu. Donc on a eu quelque chose d'inattendu, de moins joli et de pas bien construit. Et des années après, on recommence. C'est le tsar Alexandre Ier, au début du 19e, donc, qui cherche un beau projet pour reconstruire. Il n'a pas réussi au début. Il a organisé plusieurs concours d'architecture où sont présentés les meilleurs architectes russes de l'époque. Il ne choisit aucun projet de ce qui avait été exposé. Et après, on s'occupe d'autre chose, c'est la guerre contre Napoléon. Et après la guerre, on revient à cette idée de construire une grande église dédiée à Saint-Isaac. Et le hasard veut que ce soit le français, Auguste Montferrand, un jeune architecte qui est à Saint-Pétersbourg, qui était déjà en Russie et qui a fait un petit projet en Russie. Il avait fait ses études avec un peu d'expérience, mais pas trop. Il est passé par le concours, il est nommé l'architecte du chantier. Il m'a encore dit de Moskvе поделать 40 ans. Sciences techniques, il a commis quand même des erreurs techniques qu'on a remarquées en construisant déjà au cours des travaux. Donc des années après, on a arrêté le chantier pour corriger les travaux de Montferrand sans examen parce que là, on a bien réussi à le faire. Et là, c'est le cadeau récent que le musée a reçu, le bureau d'architecture, en 2008 seulement. Avant, vous n'avez pas eu seulement. Voilà. Heureusement qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui vient d'ouvrir le musée. Mais même s'il y a beaucoup de monde, on ne le voit pas trop parce que la cathédrale peut accueillir jusqu'à 14 000 personnes. Ouais. Même si on voit des groupes de 40, de 50, de 30, donc il ne faut pas de bancs, de sièges, donc quelques bancs le long des murs pour ceux qui sont fatigués ou, voilà, ou pour poser les affaires. Autrement, on est debout ou à genoux pendant les offices. Même si c'est un musée, donc on m'avait parlé de 2 à 3 heures. dans un couvent ou monastère peut-être, mais ils sont tous là. Non, non,
c'est 1 heure et quart. La cathédrale est à la hauteur de 100 mètres. Mais la coupole est très large. À l'extérieur, c'est 26 mètres en diamètre. Très visible. Ce n'est pas le bâtiment le plus haut de la ville. Même, mais la guerre, quand on camouflait, quand on masquait, donc on a mis de la peinture au-dessus. Ça devait cacher que ça brille pas trop pour les avions allemands. Voilà. Et donc on est à l'intérieur, on voit donc la partie intérieure de la cour d'utiliser des matériaux, des nouveaux matériaux. On a commencé à faire les ponts sur le fleuve en métal, énorme construction, on faisait des plafonds en métal. Et ici finalement on a décidé de faire en métal. Je ne peux pas dire après longue réflexion, après plusieurs années de travaux, à la fin le métal pour alléger la construction, ce qui est bien pour le sol de ça, pour faire plus vite, un peu plus vite, quand même 40, c'était un chantier énorme. Plusieurs tsars s'en occupaient, donc c'est Alexandre Ier qui a commencé, après c'est son frère Nicolas, et c'est même au bout, à la fin c'est le fils de Nicolas Ier, le tsar suivant, Alexandre. Les nombreuses chantiers au-dessus de la campus, c'est plus typique, c'est des prophètes de l'ancien. Mais assez près, on ne voit pas quand même que c'est des mosaïques. Si c'est doré, ça brille mieux et on le voit. Pour faire des mosaïques dorées, on utilise un morceau de verre et comme ça, on avait cette couleur. Donc on travaille. C'est bizarre. Comme en Europe aussi. La pierre verte était à la mode à cause de la couleur. Quant à la mode entre le style empire depuis la France, on commence à faire dans les bureaux, sur les bureaux par exemple, une espèce de nappe verte. Ça c'est très à la mode. Et ça donne l'idée d'utiliser la malachite. Et on commence à faire des petits objets. Demain à l'héritage, je vous montrerai des presse-papier en malachite, des petits chandeliers, des petites choses. Voilà, des objets qui décorent les cheminées par exemple. Et après, on aime bien plus grand, on aime bien cette couleur. Et le style empire est très à la mode en Russie. Ça continue, même si ce n'est plus à la mode en France. Voilà. Et les objets grandissent. Les vases sont plus grands parce qu'on ne la trouve jamais en grand bloc. Voilà. Donc, à la différence des colonnes en marbre ou en granit ou en certaines autres pierres, quand on travaille le malachite, c'est du plaquage. Et cette technique a pris un nom. Ça s'appelle la mosaïque russe. Donc, c'est inventé par des artistes russes et voilà, c'est une espèce de mosaïque. Et dans la même technique sont travaillées les colonnes de la lazuli. Pareil, les deux pierres sont travaillées de la même façon. Donc les plaques sont collées sur une autre base. En tant que base, on utilisait souvent la pierre pas précieuse au marché ou pour les colonnes, on utilisait le métal. Donc c'est des colonnes métalliques avec un malachite autour. De quelques millimètres, ça dépend des objets, à quelques centimètres d'épaisseur. Malgré tout, ici, on a utilisé 16 tonnes de malachite, jamais autant avant. C'est le point culminant de cette mode de la malachite. Demain, à l'héritage, je vous montrerai la salle de malachite. Là, c'est que 2 tonnes, et déjà, ça éblouissait. C'était vraiment extrêmement beau, extrêmement riche, cher à l'époque. Ici, c'est le point culminant que je vous ai dit, la mode descend après. C'est trop. Donc c'est autant qu'on apprécie moins. Et déjà c'est en 58 qu'on a inauguré la cathédrale, donc c'est au bout de cette mode. Donc la capitale européenne. Donc quelle est l'idée de la ville dès le début? Et quelle était aussi l'idée quand on construisait l'église principale de la capitale ici? On va passer voir quelques explications pour les colonnes parce que c'est intéressant. Que la coupole c'est un peu la Renaissance, l'inspiration qui vient de la sculpture, c'est l'inspiration qui vient de l'époque baroque du style baroque. L'époque ont été inspirées par le baptistère Ghiberti à Florence. Avant de commencer de s'occuper du décor intérieur de l'église, l'architecte fait un grand tour en Europe pour revoir les monuments les plus connus. Mais l'inspiration vient de là. C'est des portes faites en chêne, recouvertes de bronze, et donc c'est très lourd, ça pèse plus de 20 tonnes. Chaque porte pèse plus de 20 tonnes.
L'entrée principale à l'époque, c'était ici, au sud, pas à l'ouest, en face de Constance au sud, parce que la belle place Saint-Isaac, elle est de ce côté-là, une des places d'apparat. Vous voyez plus clair. Il fallait d'abord démolir l'ancien bâtiment avant de commencer ce nouveau bâtiment. Voilà. Donc, pas facile à faire. Et au début, on s'occupait de renforcer le sol. On a mis presque 11 000 poutres goudronnées dans le sol marécageux. C'est des pieux C'est des pieux, des fondations. Après, on a fait les portiques avec des colonnes en granit que vous avez vues à l'extérieur. Ils sont là. Et les colonnes, là, de 100 km maintenant. Ils se sont séparés. On a eu une guerre entreconnue, mais quand même, la frontière actuelle, on rajoutait un bout de la colonne au cabestan des machines qu'on tournait, on réussissait à monter une colonne en 1 heure. Voilà. Et quand les portiques étaient prêtes, on construisait déjà les murs. Et après la coupole et après tout le reste à l'intérieur. Le portrait de M. Pétain. Elle est montée à plat. Et en face de sa place, là, Évacuer, mais certains objets, ils n'ont pas eu le temps de les évacuer, pourtant ils ont pris à Leningrad. Et les objets d'Ermitage, donc les caves ont accueilli les œuvres d'art. C'est tellement solide qu'on dit que quand on était là-bas, on n'entendait pas non plus des bombardements. Tellement solide là. Ouais. C'est bien solide, je vais vous expliquer comment ils ont fait. Donc ils étaient obligés de faire les copies de la peinture. Travailler très soigneusement. Et si l'époque de la guerre vous intéresse, je le vois, on peut voir des photos là-bas. Pour le reste, c'était ici, à la cathédrale Saint-Isaac. La plupart des églises est fermée, on casse les icônes, on enlève les coupoles, les croix, de toute façon pour certaines églises même les coupoles. Voilà, la vie change complètement et on casse tout et on a installé ici le musée anti-religieux. On a mis des stands comme ça devant les murs et on expliquait voilà, que la religion c'est pas bien. Voilà. Et on avait des visiteurs et on pouvait aussi. On a eu la même chose en France. Hein. À la Révolution française, le Dieu c'était le Dieu raison et les révolutionnaires cassaient toutes les églises.